Je ne vais pas tenir un discours scientifique sur la science. D'ailleurs, peut-on dire scientifiquement ce qu'est la science? Ça n'est pas sûr. Si j'essaye de dire scientifiquement ce qu'est la science, je vais me heurter à une difficulté, c'est que la science a pour objet la nature, s'il s'agit d'une science du cosmos, par exemple, ou le vivant, s'il s'agit d'une science biologique, ou des objets abstraits, s'il s'agit des mathématiques. Mais ce que la science dit du réel, ça dit quelque chose de la réalité, mais ça ne dit rien des sciences. On ne peut pas penser scientifiquement la science. En ce sens, la science ne se pense pas. Heidegger disait que la science ne pense pas, en tout cas, elle ne se pense pas. Elle ne peut pas s'auto-réfléchir. Donc, si on veut penser les sciences, il faut adopter nécessairement un point de vue qui soit extérieur à la science. Donc on peut adopter le point de vue de l'opinion, qui a une certaine représentation de la science, mais si on essaie de bien penser la science, de dire quelques vérités, enfin, tenter de dire quelques vérités sur sa nature, sur ce qu'elle est, il faut adopter un point de vue philosophique, puisque là, la science devient l'objet de la réflexion. Hein, il y a un pan de la philosophie qui s'appelle l'épistémologie, ce qui étymologiquement veut dire l'étude de la science, hein, la pensée philosophique de la science. Mais là, c'est pas... Il y aura des éléments un peu d'épistémologie dans ce que je vais vous donner, mais vraiment, je vais vous proposer une réflexion sur la science, une réflexion philosophique sur la science. Dans mon propos, il n'y aura pas de prérequis scientifiques, il n'est pas nécessaire d'être scientifique pour comprendre ce que je vais dire, mais ce que je vais dire tentera vraiment de prendre au sérieux la nature de la pensée scientifique. Donc mon but, c'est d'en éclairer la nature et de dégager les problèmes que cette nature éventuellement soulève. Parce que philosopher, c'est affronter la résistance des choses, la résistance d'un réel, qui, du fait même de cette résistance, soulève des problèmes. Sinon, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de résistance de la réalité, il n'y a pas de raison qu'il y ait une philosophie. Nous sommes dans un monde décidément totalement imprégné par la science. Alors, imprégné par la science comme un ensemble de représentations, c'est-à-dire comme un mode de rapport au réel, c'est une façon d'entretenir un rapport au réel que d'être scientifique. Mais notre monde est imprégné par la science, par les objets techniques, qui ne sont rien d'autre que des applications de la science. C'est-à-dire que la science entre dans nos vies par ses applications techniques, même si la science n'est pas la technique, ou si la technique n'est pas la science c'est la science appliquée, pour nous, dorénavant. Bon. En ce sens-là, il faut distinguer science et technique, mais l'imbrication de la science et de la technique est en marche. D'ailleurs, la technique elle-même, de plus en plus, devient une procédure permettant de corroborer des théories scientifiques. Vous voyez, l'application technique, c'est déjà un moment scientifique. Et l'objet technique est lui-même le résultat de l'application de la science. Par exemple, un élève qui va faire une classe préparatoire et qui se prépare à une école d'ingénieur, il se prépare à devenir technicien, au sens où il va apprendre à appliquer des théories scientifiques, mais il va avoir d'abord une formation scientifique. Il va d'abord manger, en quelque sorte, de la culture scientifique pendant 2 ans, pour ensuite dériver de cette science-là des règles techniques permettant d'obtenir des effets sur le monde. Bon. Donc, si nous considérons ensemble les objets techniques qui nous environnent, on s'aperçoit que la science, devenue objet, incarnée dans des choses, est omniprésente. Elle est partout. Là, je pense cette salle, la lumière qui m'éclaire, ne m'éclaire que parce qu'il y a tout un ensemble de procédés techniques. À l'autre bout de là, il y a une centrale nucléaire qui produit de l'énergie et qui n'est rien d'autre que l'application de la théorie atomique. Donc la centrale nucléaire, c'est la théorie atomique devenue objet technique. Au point d'ailleurs que la science n'est même plus, dans sa dimension technique, n'est même plus un moyen pour nous de dominer le monde ou de produire des effets sur le monde. D'une certaine manière, la science, devenue objet technique, est elle-même devenue notre monde. Vous voyez, c'est même plus une espèce d'intermédiaire entre nous et la réalité des choses. Nous sommes à l'intérieur de la science appliquée. Par notre environnement, mais peut-être même par nos corps. Nos corps eux-mêmes ne sont là ce soir, très souvent, que parce que la science et ses applications techniques sont passées par là. Hein, le taux de mortalité infantile a chuté dès lors que la science est passée par là. On a réfléchi, le religionisme d'abord, puis les vaccinations, puis le taux de mortalité des enfants a chuté. Donc, penser la science, c'est penser notre monde. Pour ça, je vais dire, penser la science, c'est penser notre monde. Et la science, qui trouve des incarnations dans les objets techniques, en elle-même, maintenant, en elle-même, est un mode de rapport au réel qui nous propose une explication du réel. Un scientifique explique.
Il rend raison des phénomènes. Alors, il rend raison des phénomènes de manière méthodique. Le scientifique, en ce sens-là, propose quelque chose qui est une procédure. Je m'arrête un instant là-dessus. Vous voyez, spontanément, on pourrait se dire la science, c'est la vérité. Et puis, ce qui n'est pas scientifique, c'est extérieur à la vérité. Non. Non, non, non. Que la science soit la vérité, oui. Mais que ce qui n'est pas scientifique ne soit pas porteur de vérité, ça se discute. Une opinion, c'est-à-dire une pensée qui s'impose à l'esprit sans procédure logique, sans qu'il y ait eu un examen critique. Une opinion, une idée qui me traverse l'esprit et qui me porte à regarder le réel ainsi autrement. Une opinion peut s'accorder avec le réel. C'est possible. Donc une opinion peut être vraie. Si elle est vraie, elle n'est pas ignorance. Mais comme elle n'a pas fait l'objet d'une démonstration, d'une procédure, elle n'est pas science. L'opinion vraie, c'est ce que dit Platon, n'est pas ignorance, puisqu'elle s'accorde avec le réel. Mais elle n'est pas non plus science, puisqu'elle ne rend pas raison d'elle-même, puisqu'elle n'a pas fait l'objet de la procédure de vérification qui permettrait de s'assurer que ce qu'elle dit est porteur de vérité. Vous voyez, c'est ça, pour nous, la difficulté d'un point de vue philosophique d'emblée, elle est là, parce que ce serait simple. Il y aurait le domaine de la science porteur de vérité, et tout ce qui n'est pas scientifique, qui serait porteur de fausseté. Donc il suffirait de faire la collection des idées qui ne sont pas scientifiques, il suffirait d'énoncer la contradictoire de ces idées, et on obtiendrait la vérité. Le problème, c'est que l'opinion peut être vraie. Une pensée qui n'est pas scientifique peut s'accorder avec le réel. Et l'opinion est d'ailleurs, je paraphrase ici Pascal qui dit ça, lui, de l'imagination, mais là je l'applique à l'opinion. L'opinion est d'autant plus trompeuse qu'elle ne l'est pas toujours. Si elle l'était toujours, il n'y aurait pas de problème. On énoncerait la contradictoire de l'opinion et on aurait la vérité. Le problème, c'est qu'elle peut s'accorder avec le réel. Vous voyez ? Donc, la science ne se définit pas tant par un discours porteur de vérité que par le fait que ce discours résulte d'une procédure méthodique. Voilà, une pensée scientifique vise la vérité, ça on est d'accord. Mais elle vise la vérité en procédant de manière méthodique, de manière logique. On peut résumer ce que je suis en train de dire en une idée. Il n'y a de science que par l'art de la démonstration. Lorsque j'ai démontré quelque chose, alors ce que je dis, je ne le dis pas simplement dans le champ de la pure et simple opinion. Ça a fait l'objet d'une démonstration. Une démonstration, c'est un enchaînement de propositions nécessaires. Et la nécessité qui préside à la démonstration, c'est une nécessité logique. C'est ça une démonstration, c'est un enchaînement nécessaire, logiquement, de propositions conduisant à une conclusion ou une conséquence, elle-même nécessaire. Et c'est dans la nécessité qui est à l'œuvre que la pensée scientifique trouve sa justification. Vous voyez, du coup, le résultat qu'on obtient, comme c'est le résultat d'une procédure, c'est plus une simple opinion, je crois, je pense, il me semble. Vous voyez, là, le scientifique peut dire, voilà mon explication de la réalité. Et cette explication de la réalité, je l'avance sur la base d'une procédure dont je peux rendre raison publiquement et qui peut faire l'objet d'un examen critique. On peut en discuter, on regarde ensemble. Vous voyez, il peut rendre raison. Alors que l'opinion, elle est opinion, c'est mon idée, voilà, c'est mon idée. Mais, je me répète, l'opinion peut être vraie. Et donc le scientifique, lui, doit s'arracher à l'opinion pour établir un discours visant la vérité, mais en suivant cette procédure, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas étranger à l'accord de l'esprit avec lui-même. Voilà, ça c'est pas suffisant, puisque on est en train de dire que le scientifique cherche la vérité, donc il cherche un accord de l'esprit avec le réel. Mais le premier accord exigible dans le domaine scientifique, c'est l'accord de la pensée avec elle-même, c'est-à-dire la cohérence. Ce que tu dis doit s'accorder avec ce que tu dis. Tu ne peux pas dire que tel être est et n'est pas en même temps et sous le même rapport. Il faut que tu me dises... Alors après, oui, mais peut-être que dans le réel... Non, mais d'accord, mais si tu me dis que dans le réel, un être peut être et ne pas être en même temps sous le même rapport, le discours qui dit ça, lui, ce discours-là est ou n'est pas vrai. Il ne peut pas être vrai et faux en même temps sous le même rapport. Donc le principe de non-contradiction, de ce point de vue-là, l'exigence de cohérence, est une nécessité qui est à l'œuvre dans la pensée scientifique. Tu dois démontrer. Pour démontrer, tu dois au moins t'accorder avec toi-même. La question qui reste étant de savoir, si tu t'accordes avec toi-même, il faut que tu t'assures ensuite que ce que tu dis s'accorde non seulement avec toi-même, mais avec le réel. Mais si ce que tu dis s'accorde avec le réel, et si ce que tu dis
s'accorde avec ce que tu dis, alors ce que tu dis produit en droit un accord des esprits entre eux. Vous voyez, c'est... Non mais... Regardez, on peut dire les choses autrement. Regardez. Si je dis le réel tel qu'il est, par hypothèse, si j'arrivais à dire ce qui est tel que cela est, en disant ce qui est tel que cela est, j'énoncerais quelque chose qui vaudrait en droit pour tous les esprits. Puisque si je dis ce qui est tel que cela est, je ne dis pas ce qui est tel que il me semble que ça peut se présenter comme ça. Non, je dis le réel tel qu'il est. Si je dis un triangle est une figure à trois côtés, si je dis ce qu'est le triangle tel qu'il est, ce que je dis, vaut en droit pour tous les esprits. Or, un discours qui est incohérent, un discours incohérent n'est pas universalisable. Je ne peux pas demander à l'autre de s'accorder avec moi si ce que je dis est incohérent. C'est ce que dit Platon, tu dois au moins t'accorder avec toi-même. Donc si le discours est incohérent, je sais qu'il est faux. Puisqu'il n'est pas universalisable, et que si je dis ce qui est tel que cela est, c'est universalisable. Donc, si mon discours est cohérent, peut-être qu'il ne s'accorde pas avec le réel. Mais en tout cas, s'il est incohérent, je sais que mon discours est faux. Donc là, vous voyez, là, ce que je suis en train de dire, vous sentez en vous que ça met en œuvre quelque chose dans notre âme qui relève de la raison, en ce sens-là. C'est-à-dire de cette faculté que nous avons de mettre de l'ordre dans nos pensées. La raison, c'est ça, c'est la faculté que nous avons de mettre de l'ordre dans nos pensées. Tu dis pas les choses comme ça, comme tu les sens, simplement. Tu dis les choses comme tu dois les dire. Et compte tenu de ce que tu as dit, tu ne peux plus maintenant dire ceci, tu dois, etc. Donc, avec la science, on va discuter après tout ça, hein, mais avec la science, au premier abord, nous sommes dans le domaine de la raison. Bon, alors, regardez bien, il y a quand même une difficulté tout de suite, c'est que les êtres humains n'ont pas attendu l'avènement de la science pour recommencer à expliquer le monde. On n'a pas attendu ça. On n'a pas attendu Galilée pour commencer à expliquer le monde si je considère les sciences expérimentales. On n'a pas attendu Platon pour tenter d'expliquer le monde si je considère la matrice de la pensée scientifique, c'est-à-dire la philosophie grecque, celle qui naît devant le temple de Delphes. C'est-à-dire, il se passait quelque chose là. Mais avant Platon, on expliquait le monde. Il y avait des explications du monde. Et les explications du monde qui étaient à notre disposition avant l'avènement de la science, des sciences en général, dont la métaphysique peut-être fait partie, pour l'instant on ne fait pas de distinction. La science est la pensée démontrée, peut-être que Aristote propose une preuve de l'existence de Dieu, on pourra discuter, ça, peu importe. En tout cas, il vise quelque chose qui est de l'ordre de la science, par la démonstration. On n'a pas attendu l'art de la démonstration, en ce sens-là, pour établir des explications du monde. On avait à notre disposition des mythes. Et les mythes expliquent très bien le monde. Alors attention, le mythe, c'est pas une simple légende. Une légende, c'est un récit plus ou moins fabuleux, portant sur un passé plus ou moins lointain. Vous voyez, la légende de Roland. Ça, c'est une légende. Le mythe, c'est pas ça. Le mythe est un récit, comme la légende, mais portant sur un passé d'avant le temps de l'histoire. Alors, c'est pas préhistorique. Le mythe parle d'un passé d'avant le temps de la réalité que nous connaissons. Un passé qui n'est pas historique, un passé qui n'est même pas préhistorique, un passé qui est anhistorique, un passé hors de l'histoire. Le mythe parle de ça. Un temps d'avant le temps qui est le temps de nos existences. Si je prends par exemple, je sais pas, le mythe de la Genèse, hein, dans une perspective monothéiste, le jardin d'Éden, c'est un temps d'avant le temps. C'est avant. Et il s'est passé quelque chose qui a conduit l'humanité là où elle est. Autrement dit, le mythe nous parle d'un temps d'avant le temps, d'un passé historique, c'est un récit qui parle de ce temps-là, et le mythe en parle en des termes qui rendent raison de ce qui se passe aujourd'hui. Le mythe permet d'expliquer le présent. C'est pour ça que je disais, on n'a pas attendu la science. La science, je l'ai décrit rapidement tout à l'heure, comme ce qui procède logiquement, comme ce qui met en œuvre une raison, qui exige l'accord de la pensée avec elle-même, parce que viser l'accord avec le réel, c'est bien, mais encore faut-il être assuré que cet accord est bien établi, donc ça, on est dans la science. Mais avant la science, les hommes avaient affaire à des mythes, et les mythes expliquaient très bien le réel. Enfin, j'évoquais à l'instant le mythe de la Genèse explique le réel, d'où vient le monde, voilà, ça explique. Pourquoi il faut travailler? Parce qu'il y a eu un péché originel, donc ça explique. Alors, je sais pas, vous prenez le mythe de la tour de Babel, la tour de Babel, ça explique bien pourquoi y a-t-il une diversité de langues. Ça explique, ça permet d'expliquer, de comprendre d'ailleurs. Voilà pourquoi. On parle d'université de langues, puisque les hommes ont bâti une tour.
enseignement jusqu'à Dieu, puis Dieu a produit cette pluralité de langues que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc c'est ça un mythe. Le mythe porte sur une réalité anhistorique, un temps d'avant le temps, mais une réalité anhistorique qui permet d'expliquer la réalité historique, celle que nous vivons. Et le mythe explique très bien, mais à condition d'y croire. Voilà, c'est ça la différence. C'est qu'il faut y croire, il faut adhérer. Mais si j'adhère au mythe, j'ai l'explication. Et j'ai une explication très satisfaisante. Mais à condition d'y croire. Donc, vous voyez, là au point où j'en suis, la tentation serait de se dire, ben, c'est simple. Avant, il y avait les mythes. Les mythes permettaient d'expliquer le réel, mais dans le champ d'une croyance de type religieux, parce que là on est dans le domaine religieux en fait. Donc le mythe s'inscrit dans un monde qui n'est pas celui de la science, un monde qui relève de l'imagination, de la sensibilité, un monde dans lequel le raisonnement qui est à l'œuvre est un raisonnement analogique. Vous voyez, c'est des comparaisons qui permettent d'expliquer ce qu'on a sous les yeux. La science, au contraire, relèverait de l'intelligible. La science mettra en œuvre un entendement ou une raison, quelque chose qui met de l'ordre, et la science ne procéderait pas analogiquement, mais logiquement. Donc, vous voyez, deux types d'explications, dès lors, sont à notre disposition. Une explication de type mythologique, qui relève de ce que Lévi-Strauss appelait la pensée sauvage, en fait. Alors, la pensée sauvage, c'est pas la pensée des sauvages. Ça, c'est pas... Sur le plan de Lévi-Strauss, la pensée sauvage, c'est la pensée à l'état sauvage. C'est-à-dire la pensée d'avant, précisément la pensée scientifique. Donc, d'un côté, il y aurait le mythe, qui relèverait de cette pensée sauvage, donc qui est tournée vers le sensible, qui mobilise l'imagination, et qui, comme faculté, et qui procède par analogie, comme mode de raisonnement. Et de l'autre côté, on aurait donc la science, que Lévi-Strauss appelait la pensée domestiquée. Et donc la pensée domestiquée, elle est tournée du côté de l'intelligible, et pas du sensible. Elle valorise l'entendement, ou la raison, et le type de raisonnement que la science met à l'œuvre est de type logique. Donc on a, vous voyez, deux modalités d'explication du réel. Et comme la science est apparue après le mythe, et que nous vivons dans un monde où la science domine les esprits, alors nous pensons spontanément que les mythes, bah, c'est fini. Voilà, le mythe et la raison triomphante est du côté des sciences, et donc le mythe, c'est terminé. On est passé à autre chose. Maintenant, donc le mythe, ce serait une espèce de préhistoire de l'explication du monde, et puis ensuite, il y aurait l'explication du monde dans toute sa splendeur, qui serait l'explication scientifique. Auguste Comte, quand il jette comme ça un regard sur les différentes explications possibles du réel, énonce une loi qu'il appelle la loi des trois états dans son cours de philosophie positive. La loi des trois états se formule comme ça, il distingue trois manières d'expliquer le monde. D'abord, il y a ce qu'il appelle l'état théologique. On explique le monde en invoquant des forces divines. Donc des forces divines éparses dans la nature, ça c'est l'animisme ou le fétichisme, puis après des forces divines cristallisées dans des individus, ça c'est le polythéisme, puis après des forces divines cristallisées en un individu, c'est le monothéisme. Puis après, dit Auguste Comte, on abandonne ça pour se tourner du côté de la métaphysique. C'est l'état métaphysique. Donc là, on cherche des principes absolus, la cause première du réel. Vous voyez, Dieu comme cause première, on cherche une cause, par exemple, une cause absolue. Vous voyez, on a introduit l'idée d'une finalité des choses, une finalité correspondant à une exigence de la raison. Mais de l'ordre, c'est la raison, ça y est, c'est la science déjà. Mais c'est une science balbutiante. Et puis ensuite, on a l'état positif. Alors positif, sous la plume d'Auguste Comte, ça ne s'oppose pas à négatif, hein, ça s'oppose à métaphysique. Ça veut dire expérimental. Et puis c'est les sciences que nous connaissons, la physique, etc., qui expliquent le réel par le moyen de lois. Bon, et si on raisonne comme ça, on voit bien qu'il y a comme la loi des trois états dit, c'est un progrès de l'esprit. On progresse pour aller vers l'état positif, et une fois qu'on est dans l'état positif, on a dépassé la métaphysique et l'état théologique, même si Auguste Comte dit, des trois états, le plus élevé, le plus abouti, c'est l'état scientifique, qui explique par des lois. Bon, si on monte un peu, le pire, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Parce que le premier, l'état théologique, qui utilise le mythe, ce premier-là, c'est une première tentative d'explication. Vous voyez ? Après, la métaphysique, ça patauge. Là, on patauge dans les principes absolus. Vous voyez, on fait de la métaphysique. Et du coup, on prétend avoir établi une science. Et ça devient un obstacle. Donc il faut dépasser la métaphysique pour arriver à Galilée. Il faut un dépassement de la métaphysique. Donc vous voyez, sous la plume d'Auguste Comte, finalement, le mythe, c'est pas le pire. Le pire, c'est la métaphysique. D'où ce qu'on appelle le positivisme. C'est-à-dire cette philosophie qui dit ce qui compte, c'est la science des faits. La science
qui est tournée vers la réalité empirique, une science qui explique les faits, grâce à des lois. Bon. Mais, même si le mythe, si on le regarde comme ça, est une première tentative d'explication, si je m'en tiens là, le mythe, malgré tout, est dépassé. Il est dépassé par la science qui explique rationnellement le réel par le moyen de lois. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'une théorie scientifique? C'est pas une théorie qui explique. Le mythe explique très bien. C'est pas seulement ça. C'est une théorie qui explique rationnellement. Oui, mais la métaphysique aussi. Donc, c'est pas seulement ça. Donc, c'est une théorie qui explique rationnellement grâce à des lois. Ah, voilà, là on y est. Là, on est dans les sciences positives. Grâce à des lois vérifiables expérimentalement. Enfin, des lois dont on peut faire quelque chose dans un laboratoire. Enfin, quelque chose qui puisse être corroboré, au moins. Donc on a une première thèse, voilà, les choses sont simples, on a la science qui explique par le moyen de loi, c'est la raison, et puis on a le mythe, qui est une espèce de préhistoire de l'explication, qui explique le réel, mais en recourant à des images, des métaphores, l'imagination, et le mythe serait dépassé, définitivement. Bon, alors, comme toujours, c'est plus compliqué. Et ce que je vous propose, c'est, je vais arrêter là une description comme ça abstraite des choses, on va regarder ensemble, on va prendre un exemple, et on va regarder à partir de l'exemple, ce qu'il en est du rapport de la science au mythe. Est-ce que la science abolit le mythe? Est-ce que c'est sûr? Alors, je vais prendre un exemple. Ici, je suis venu avec le banquet de Platon. Donc, ce qui m'intéresse ce soir, c'est pas l'objet du banquet. Le banquet, c'est un texte de Platon qui a pour objet l'amour. Donc, c'est un texte sur l'amour, qui s'interroge sur la nature de l'amour, son origine et son sens. Bon. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment Platon met en scène différentes modalités de discours portant sur un objet. En l'occurrence, c'est l'amour. Peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est les différentes modalités du discours. Il y a une manière de penser l'amour qui ne relève pas de la science, et il y a une manière de penser de l'amour qui relève de la science. En l'occurrence ici, une manière de penser l'amour qui est philosophique, et qui, à ce titre-là, relève de la science, dans la mesure où la philosophie vise quelque chose qui est l'ordre de la science. Hein. Donc, on est bien d'accord, je vais lire des passages, on va regarder ensemble, et on va tester. On va regarder ensemble, le mieux c'est tester, on va regarder, voilà, un objet, l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire de cet objet non scientifiquement, qu'est-ce qu'on peut en dire par le mythe, on va regarder, on a un bel exemple là, puis ensuite, que dit la raison du même objet, que dit la science? Et ensuite, on verra. Alors, est-ce que la science met fin au mythe, ou pas? Donc, Platon, dans le banquet, se donne pour objet l'amour. Alors, l'amour ici, la langue française a un seul mot, hein, pour dire amour, on aime son épouse, son aimé, son chien, le meuble dont on a hérité, la nature, bon, c'est le même mot, hein. Donc, ou son ami. Ici, l'amour dont il est question, c'est le désir amoureux. C'est Eros. On est dans la sphère érotique, la sphère du désir amoureux. Donc, on se demande, qu'est-ce que l'amour? Alors, qu'est-ce que l'amour? Et puis, on verra, à l'occasion de ce questionnement, on est amené à s'interroger sur son origine, sa destination éventuelle, d'où vient l'amour, qu'est-ce que l'amour, quelle est sa finalité, est-ce que ça a un sens? Mais la question centrale, c'est quoi? Question philosophique radicale. Qu'est-ce que l'amour? Alors, dans le banquet, Platon met donc en scène différents protagonistes, chacun tenant un discours sur l'amour. C'est très, très, très pédagogique, c'est très, très bien fait. Hein. Un élève qui découvre la philosophie... s'il lit le texte avec attention, a vraiment une belle approche de ce que c'est que la pensée philosophique. Mais vraiment. C'est-à-dire que là, la méthode de la dissertation philosophique, elle est dedans. Il n'y a pas besoin d'aller chercher je sais pas quoi. D'ailleurs, le meilleur moyen d'avoir une méthode pour disserter philosophiquement, c'est de philosopher, puisque la philosophie est une pensée méthodique. Donc il n'y a pas la philosophie d'un côté, une méthode de l'autre, par définition. Penser philosophiquement, c'est penser méthodiquement. Mais Platon, qui écrit toujours en pensant aux jeunes gens, puisque c'est le maître, en fait, c'est toujours ça, Platon, met en scène des discours en indiquant, dans un premier temps, voilà ce qu'il ne faut pas faire quand on est philosophe. Alors ça, c'est très intéressant. Hein. Pour bien penser une chose, dira Descartes après Platon, il faut la distinguer de ce qu'elle n'est pas. Il faut la penser distinctement, c'est-à-dire qu'il faut la distinguer. Le tableau bien éclairé, c'est le tableau que je distingue du papier peint. S'il est trop éclairé ou pas assez, je ne vois pas bien. Donc si je veux bien voir le tableau, il faut que je le distingue de ce qu'il n'est pas. Bon, voilà, si je veux penser l'amour, il faut que je le distingue de ce qu'il n'est pas. Et si je veux penser ce que c'est que penser philosophiquement, il faut que je distingue la pensée philosophique de ce qu'elle n'est pas. Bon, et donc on commence par ce qu'elle n'est pas. Ça, c'est un truc de prof, ça. Tu veux exposer une méthode à tes élèves, bah, tu commences par leur dire ce qu'il ne faut pas faire. Ça, on ne le fait pas. Puis après, on en déduit ce qu'il faut faire. Mais commençons par ce qu'il ne faut pas faire. Alors Platon fait ça de manière absolument magistrale.
Donc la question, c'est le désir, et vous avez une série de personnages. Alors je vais passer rapidement sur les premiers, puis on va s'arrêter sur un qui nous intéresse de très près, parce qu'il va nous proposer un mythe. Et puis ensuite, on va voir la figure de Socrate, et on va voir ce que c'est, d'un seul coup, qu'un rapport à un objet qui n'est plus un rapport relevant du mythe, mais qui relève de la science. Là, on a les prémices de ce qui va devenir la pensée scientifique. Alors, qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce que l'amour? Alors, on a une série de protagonistes. Le premier s'appelle Phèdre. Alors, le premier dit de l'amour que l'amour rend vertueux. Parce que quand on est amoureux, on cherche à ne rien faire devant l'aimé dont on puisse rougir. C'est pas idiot. C'est pas idiot, d'ailleurs. C'est vrai. Être amoureux, c'est tenter de ne pas éprouver la honte devant l'aimé, sous le regard de l'aimé. D'ailleurs, il prend une image qui est absolument terrifiante, d'ailleurs, enfin terrifiante, parce qu'il y a à côté un peu, il imagine une armée d'amants. Vous voyez, une armée d'amants. Aucun, jamais, ne voudra déserter sous le regard de son aimé. Et donc, vous avez une armée invincible. Invincible. Donc, le désir amoureux peut être un bon moteur de la guerre. Bon, alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une belle pensée, hein, en soi. Mais lorsque Phèdre établit ce discours-là, pour l'étayer, il ne fait que recourir à des références, à des auteurs. Et il cite des auteurs. Or, je peux toujours citer un auteur. Ça prouve rien. Vous voyez, ça prouve ça au passage. C'est la dissert de philo. Tu peux toujours citer Descartes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Descartes a dit, machin a dit, Hegel a dit, ben d'accord, mais toi tu dis quoi? C'est toi. Après, si en lisant Descartes, tu tires quelque chose qui te permet, toi, peut-être. Mais s'il s'agit d'énoncer des opinions, parce que si on ne cite que des auteurs, on ne cite que... C'est une toxographie, une description d'opinion. Un machin a dit, l'autre a dit, oh, ça tombe bien, il y a lui, il a dit quelque chose qui ressemble à ce que je suis en train de vous dire, etc. Autrement dit, Phèdre reste prisonnier de l'opinion. Il démontre rien. Est-ce que ça démontre qu'il a tort? Non. Peut-être que ce qu'il dit est vrai. C'est pas la question. Mais on l'a dit tout à l'heure, une opinion peut être vraie. Elle peut s'accorder avec le réel. Alors, si je suis philosophe, moi je désire la vérité. Donc je ne vais pas affirmer que toutes les opinions sont fausses. Mais mon problème, c'est de savoir parmi les opinions lesquelles sont vraies. C'est ça mon problème. Et comment je fais pour distinguer? Si je m'en tiens simplement à l'opinion, peut-être que ce que dit Phèdre est recevable, mais en tout cas, ça ne démontre rien. Donc Phèdre n'est pas dans la science. Voilà. Il est prisonnier de l'opinion. L'opinion, entendez par opinion une croyance. Vous voyez, une adhésion spontanée, portant plutôt sur quelque chose d'empirique, de sensible. Vous voyez, c'est même pas la foi qui parle d'un invisible. Ça, la foi qui parle d'un invisible, c'est déjà pré-scientifique, ça. On commence déjà à regarder ce qu'on ne voit pas, pour essayer d'expliquer ce qu'on voit. Là, même pas, c'est l'opinion. Voilà, j'observe autour de moi que les amants tentent de fuir l'expérience de la honte sous le regard de l'aimé. Voilà, donc, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième discours, Pausanias. Alors Pausanias, lui, va dire il y a deux amours. Il y a un amour supérieur, qui est l'amour de l'âme, et puis il y a un amour inférieur, qui est l'amour du corps, l'amour charnel. Donc le premier est un amour éthéré, un amour qui élève l'amant et l'aimé, et puis l'amour de la chair, ça c'est l'amour vil, populaire, vulgaire. D'ailleurs, Pausanias dit cela en s'appuyant sur ce qu'il voit. Il fait remarquer que deux cultes sont rendus à Aphrodite, déesse de la beauté. Un culte aristocratique, une manière de pratiquer les rituels qui est celle des aristocrates, et puis un culte populaire. Et il en déduit, il y a deux cultes rendus à Aphrodite, il y a deux amours, un amour supérieur, aristocratique, puis un amour vil. Et c'est la sexualité, quoi, qui est tout en bas. C'est amusant d'ailleurs, parce que ce que Pausanias dit, finalement, ça correspond à ce qu'on appelle l'amour platonique. Ça vient de Platon, mais ça vient... Enfin, de Platon, ça vient de Pausanias, en tout cas. C'est Platon qui a écrit, mais c'est pas Platon. C'est la mise en scène d'un discours qui est précisément ce qu'on ne fait pas quand on philosophe. Pourquoi? Et un scientifique ne peut pas faire ça. Là, regardez, sur le plan méthodique, là, ce que je viens de dire, c'est absolument irrecevable. J'observe que dans la cité, deux cultes sont rendus à Aphrodite. Un culte aristocratique, un culte populaire. J'en déduis que deux amours existent, un amour supérieur qui est l'amour de l'âme, et un amour inférieur qui est l'amour de la chair. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Tu as sous les yeux
une réalité empirique et deux cultes rendus à Aphrodite, parce que tu es à Athènes à telle époque. Mais si tu vis ailleurs, à une autre époque, d'abord Aphrodite, personne n'en a jamais entendu parler, les cultes rendus à Aphrodite n'existent pas, donc ce que tu dis ne vaut pas en droit pour tous. D'ailleurs, sur le plan logique, ce que tu dis ne vaut rien. Vous voyez, Phèdre, encore, c'était une espèce d'opinion, mais c'était une opinion, mais au moins, ça s'appuie sur l'expérience, quoi. Je suis amoureux, donc j'essaye d'éviter de rougir devant les miens. Alors que lui, là, lui, celui-là, ce qui l'intéresse uniquement, c'est de justifier les faits. Hein, c'est une espèce de justification des faits. Alors ça, c'est absolument irrecevable. Vous voyez, je ne pars pas de ce que je vois pour dire les choses, si j'essaye de penser vraiment les choses. Parce que si je pars de ce que je vois empiriquement, souvent, c'est pas comme il faudrait que je le vois. Enfin, je sais pas, moi je suis un scientifique, on n'a pas attendu d'avoir des satellites mis en orbite autour de la Terre pour dire que la Terre était ronde. Hein. D'ailleurs, on a toujours dit que la Terre était... Enfin, parenthèse, hein. Jamais personne n'a dit que la Terre était plate. Enfin si, le marchand de fèves sur le marché romain, lui, il disait que la Terre était plate et que Atlas portait le ciel sur son dos. Mais après, les savants ont tous dit toujours que la Terre était ronde. Enfin, je crois pythagoriciens. Hein. Et encore les pythagoriciens, ils disent même que la Terre tourne autour du Soleil. Hein. Et donc, il y a des mouvements... Non, mais ça, il faut se libérer de ces trucs. Donc Galilée n'a pas été condamné à mort parce qu'il disait que la Terre était ronde. D'ailleurs, il n'a pas été condamné à mort. Le procès ne venait pas du fait qu'il disait que la Terre était ronde, puisque précisément cet adversaire, c'est-à-dire l'Église, soutenait que la Terre était ronde. C'est la cosmologie de Ptolémée. Ptolémée dit que la Terre est ronde, puisque Ptolémée reprend la cosmologie d'Aristote, qui reprend les théories qui étaient déjà à l'œuvre chez Platon, chez les pythagoriciens, etc. Donc on y reviendra plus loin. Mais donc le problème n'est pas là, c'est pas la rotondité de la Terre, tout le monde s'en fiche. Ça. Dieu a pu créer une Terre cubique, carrée, ronde, qui tourne pas, c'est pas le problème. Le problème, il est ailleurs. Il est peut-être dans ce qu'on commence à subodorer, c'est que la science, là la science, oui, c'est pas ce que tu dis, c'est la manière dont tu dis les choses. Là, c'est peut-être révolutionnaire. C'est peut-être ça, surtout. Donc, moi, je suis scientifique, je ne vais pas attendre d'envoyer des trucs dans le cosmos pour dire que la Terre n'est pas la peine. Moi, je vais construire le phénomène. Je peux construire. Avec le pendule de Foucault, je prends un filin, je prends un pendule, hop, je fais balancer le pendule avec une aiguille suffisamment précise qui va tirer un trait bien droit dans le sable à chaque fois qu'elle va et qu'elle vient, puis je fais faire un tour, 24 heures après, je reviens, et puis dans le sable, ça a bougé. Donc, comme le pendule, lui, il n'a pas bougé dans l'axe, c'est que la Terre a bougé. Donc, je n'ai pas besoin d'aller me balader dans le cosmos. Ça se construit, un phénomène. Ça s'élabore. Donc, si je suis scientifique, je pars pas de ce que je vois. Je ne peux pas faire ça. Il va falloir que je m'extrais de ce que je vois pour élaborer quelque chose. Bon, là, je prends les sciences expérimentales. Mais même, si je me tourne du côté d'une philosophie qui cherche à penser l'homme, une anthropologie rationnelle, une anthropologie qui dirait la nature de l'homme. Mais si je veux dire ce qu'est l'homme, je vais m'appuyer sur ce que je vois. Parce que moi, ce que je vois, c'est des êtres humains qui parlent le français, qui vont dans les conférences de philosophie. Donc, l'humanité est composée d'êtres humains qui parlent le français et qui assistent à des conférences de philosophie. Non. Alors, on peut paraphraser Rousseau, là, dire le philosophe. Le Tartare dira l'homme est fait pour vivre, pour dormir dans des chariots. Et puis l'Indien dira l'homme est fait pour dormir sous des tentes. Et puis le Philopolis, l'homme des villes, dira que l'homme est fait pour dormir dans des immeubles. Voyez. Et Rousseau vous dit, si je veux penser la nature humaine, il faut que j'écarte tout ça. Lorsqu'il s'agit de l'homme, le philosophe n'est ni indien, ni tartare, ni de Genève, ni de Paris, mais il est homme. Donc tu pars pas de ce que tu vois. Il va falloir que tu apprennes à aller au-delà de ce que tu vois pour bien penser ce que tu vois. D'ailleurs, quand tu penseras mieux ce que tu vois, tu verras mieux. Tu verras mieux, tu vas voir. Tu verras les êtres humains, tu les verras différemment. Tu commenceras à voir mieux. Un professeur qui voit ça, voit mieux ses élèves. Puisque après, que ce soit des garçons, des filles, des origines X ou Y, s'en fiche. Il y a quelque chose qui est une potentialité d'élévation vers quelque chose qui peut être la science, justement. Et ça, c'est invisible. C'est invisible, mais enfin quand même, un jeune garçon ou une jeune fille qui est au lycée, qui prépare son bac, philo, il a 17 ans, il y a 17 fois 50 week-ends, il pédalait dans le vide, il parlait pas, il criait. Et puis là, d'un coup, il fait une disserte de philo. Alors même s'il a une mauvaise note, franchement, il a une puissance de progrès absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Le plus mauvais des élèves était absolument extraordinaire. Non, mais c'est pas une blague. Mais ça, pour penser ça, il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Nécessairement. Et Pausanias, lui, pour penser l'amour, il part... Alors lui, c'est puis en plus, il regarde même pas, parce qu'il y a une manière de voir aussi. Le philosophe, il sait voir, hein, il sait regarder, il sait partir aussi de l'expérience. Mais alors lui, il part d'un fait social. Un fait social totalement contingent. Un culte rendu à Aphrodite,
qui à son époque se présente ainsi, et qui à une autre époque peut se présenter tout différemment. Donc on ne peut pas déduire d'un culte rendu à Aphrodite la nature de l'amour. Donc ça, il ne faut pas le faire. Voilà. Tu veux penser philosophiquement, tu fais pas ça. C'est la méthode de la disserte. Hein. Tu commences par aligner les auteurs, et ensuite tu me dis pas, tu as un sujet, je sais pas moi, l'éducation permet-elle, tu me dis pas, oui, dans l'école, non, mais l'école, ça, c'est... Il y a des mondes où il n'y a pas d'école, hein, où ça se passe différemment. Donc essaye de me penser la nature de l'éducation, indépendamment de ce que tu vois. Et là, peut-être que tu vas commencer à poser le problème. Deuxième discours. Troisième discours, alors là, c'est Éric Simak, il est médecin, lui. C'est un médecin de formation, donc on pourrait se dire, il est médecin, donc il a une formation scientifique, à sa manière. Alors lui, c'est le pire, en fait, parce que... Alors Platon, là, il met en scène un personnage assez amusant, en fait. Éric Simak, lui, reprend ce que dit Pausanias, mais l'étend à son art, qui est la médecine. Alors, pour simplifier, il va dire, bon, ben, il y a le médecin favorise les bons désirs et combat les mauvais désirs, donc il cherche l'harmonie, et donc, vous voyez, il fait ce qu'il ne faut jamais faire, il généralise. Alors ça, c'est la généralisation, l'espèce d'induction comme ça, irrationnelle. Alors ça nous éloigne totalement de la science. Donc, la science, c'est pas le recours à des autorités, des auteurs. C'est pas, il l'a dit, donc. Vous voyez, la science, c'est pas, je pars des faits empiriques, contingents, et puis je vais en dériver quelque chose. Ça marche pas non plus. Et la science, c'est pas une généralisation. J'ai cueilli 3 pommes vertes, donc j'en déduis que toutes les pommes sont vertes. Non, ça, tu peux en avoir cueilli 100 millions, tu peux pas déduire, tu vas induire, c'est une induction. Dans le domaine des sciences qui portent sur la réalité empirique, ça marche pas. Hein. En tout cas, enfin ça marche pas. Ça peut produire un effet de discours qui peut s'accorder avec le réel, par hasard, c'est possible. Enfin, sur le plan logique, ça tient pas. En maths, ça marche par contre. Mais parce que les maths ont pour objet des objets qui sont des abstractions, qui relèvent de la possibilité. Par exemple, en maths, si je vous dis que je prends un entier naturel qui est 1, par exemple, j'ajoute 1 à 1, j'obtiens 2, puis j'ajoute 1 à 2, j'obtiens 3. Si je vous dis qu'en ajoutant 1 à un entier naturel, on obtient toujours un entier naturel, ça marche. C'est une induction, mais ça marche. En maths, je peux le faire. Vous voyez, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, j'ai toujours un entier naturel. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, à l'infini. Bon, je ne peux pas parcourir l'infini, mais pourquoi? Parce que j'ai un monde, dans l'esprit, j'ai une abstraction, un monde qui possède déjà sa cohérence du point de vue de mon esprit, et puis ce que je dis s'applique à ce monde-là. Mais quand j'ai affaire au monde, le monde empirique, une pomme verte, 2 pommes vertes, 3, j'en ai cueilli 100, ça ne prouve pas que toutes les pommes sont vertes. Vous voyez, là, ça va résister. Là, ça ne marche pas. Donc, on ne part pas des faits, et puis on ne généralise pas. Ça, c'est le troisième discours. Et puis, alors là, il y a un discours qui nous intéresse. C'est le discours d'Aristophane. Aristophane, lui, il va procéder différemment. Alors, c'est amusant d'ailleurs parce que Platon, quand il met en scène Aristophane, met en scène un personnage qu'il exècre, en fait, puisque Aristophane, c'est l'auteur des Nuées, et les Nuées, c'est une pièce dans laquelle Aristophane avait tourné Socrate en ridicule. Socrate était présenté comme le philosophe, il plane, comme on dirait aujourd'hui, donc il n'a pas les pieds sur terre, il est dans les nuées, il est dans les nuages, quoi. Et donc il était dans une espèce de nacelle ridicule dans les airs, et donc les spectateurs de la pièce ont ri, collectivement, et le rire, là, n'est pas étranger à la mise à mort sociale de Socrate avant sa mise à mort tout court. Vous voyez, d'ailleurs, politiquement, on commence par tourner quelqu'un en ridicule, et après, on peut le tuer plus facilement. Oui, ça, personne dira ça un peu. Le rire est conservateur, en fait. Le rire veut voir qu'une tête. Ce qui fait rire, c'est l'échec. Le succès, c'est pas drôle. C'est pas drôle, le succès. C'est pour ça que la beauté n'est pas drôle. Un opéra magnifique, ça fait pas rire. C'est le succès. C'est l'esprit qui a dominé la matérialité. C'est magnifique. Au contraire, ça peut tirer les larmes, ça peut émouvoir, mais ça ne fait pas rire. Par contre, le musicien qui fait les fausses notes et qui se prend les pieds dans la contrebasse et tout, ça fait rire, ça parce qu'il échoue. C'est l'échec qui fait rire. Et la société ne veut pas de l'échec. Donc nous rions parce que nous voulons ne voir qu'une tête. Donc, Platon est assez... à l'égard de la comédie, faites attention quand même, parce que la comédie, on pense ici à Aristophane, hein, on se moque de Socrate, et on met en avant quelque chose qui ressemble à un échec. Il parle, et à l'arrivée, tout ça c'est des mots, tout ça c'est ridicule, puis le philosophe, il coupe les cheveux en 4, etc. Donc il y a une manière de se moquer, qui socialement est une mise à mort, et une fois que le personnage est affaibli socialement, il n'y a plus qu'à le juger, et la condamnation va suivre. Alors ceci étant dit, il y a des comédies qui sont plus subtiles que ça, hein,
Si je prends une comédie de Molière, la puissance de Molière, c'est de nous faire rire de l'échec aussi, mais de notre propre échec. Donc ça veut dire que je suis amené, en regardant une pièce de Molière, en la contemplant, je suis amené à prendre conscience qu'il y a en moi quelque chose qui échoue. C'est-à-dire le personnage social que je joue, qui n'est pas tout à fait moi, mais que je joue quand même, et auquel je m'identifie. Et lorsque j'ai ri de ce personnage, j'ai pris conscience que je ne suis pas totalement ce personnage. Donc peut-être qu'il y a une certaine sagesse qu'on peut dériver d'une comédie de Molière. Enfin, la comédie de Molière, c'est pas la petite blague antisémite qui circule, le petit machin misogyne, vous voyez. Ou là, c'est autre chose. Là, c'est la petite comédie violente, qui n'a d'ailleurs de comédie que le nom, et qui cherche à provoquer le rire, qui est un rire mécanique, grinçant, qui ne peut avoir qu'une tête. Ça, c'est un rire conservateur. Et c'est le rire... C'est pas l'étranger qui parle un français avec un accent un peu... Oui, des choses comme ça. Donc il a échoué. Bon. Donc Aristophane, Platon l'exècre parce qu'il représente plutôt celui qui utilise la comédie comme un instrument du pouvoir social. Mais, quand il le met en scène dans le banquet, il lui prête un très beau discours. Un discours magnifique. Alors, je vais vous en donner la teneur là tout de suite. Et il nous intéresse ce discours parce que Aristophane va parler du désir amoureux, mais il va en parler par le moyen d'un mythe. C'est-à-dire qu'il va proposer, ce que je disais tout à l'heure, un discours portant sur une origine, mais une origine un temps d'avant le temps, permettant de rendre raison de ce qu'on connaît, en l'occurrence ici le désir, de ce qu'on vit plutôt, mais en des termes qui relèvent de l'imagination, de l'analogie, etc. Alors ça va donner un bel exemple de ce que c'est qu'un mythe. Puis comme ça, on regarde ensemble. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement le mythe de la jeunesse, tout ça, mais là, on va regarder de plus près. Comment ça marche? Jadis, notre nature n'était pas ce qu'elle est à présent. Elle était très différente. Jadis, notre nature n'était pas ce qu'elle est à présent. Jadis, c'est pas hier ou avant-hier, ou il y a 100 ans ou il y a 1000 ans, c'est un temps d'avant le temps. Une origine anhistorique, hors du temps de l'histoire. Jadis, notre nature n'était pas ce qu'elle est à présent, elle était bien différente. D'abord, il y avait 3 espèces d'hommes, et non 2, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est différent. Mais ce qui est différent aujourd'hui, on va mieux le comprendre en saisissant par le mythe ce qui était avant, ce qui est aujourd'hui. Le mâle, la femelle, et outre ces deux-là, une troisième composée des 2 autres, le nom seul en reste aujourd'hui, l'espèce a disparu. C'était l'espèce androgyne qui avait la forme et le nom des 2 autres, mâle et femelle, dont elle était formée. Aujourd'hui, elle n'existe plus, ce n'est plus qu'un nom décrié. Donc, ce que dit Aristophane ici, c'est que avant, au début, enfin au commencement, dans ce temps d'avant le temps, il n'y avait pas parmi les êtres humains, il n'y avait pas 2 types d'êtres humains, les hommes et les femmes. Il y avait les hommes, les femmes et les androgynes. Mais ces hommes, ces femmes et ces androgynes, ils ne ressemblaient pas à ce que nous sommes. De plus, chaque homme était dans son ensemble de forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis, 4 mains, autant de jambes, 2 visages tout à fait pareils sur un cou rond, et sur ces 2 visages opposés, une seule tête, 4 oreilles, 2 organes de la génération, et tout le reste à l'avenant. Autrement dit, dans ce temps d'avant le temps, les êtres humains n'étaient pas ce que nous avons sous les yeux. Alors lui, il fait pas comme Pausanias, hein, il dit pas « je regarde, il y a 2 cultes ». Non, lui, il écarte tout ce qu'on voit. Et remonte à un temps d'avant le temps, et il dit à l'origine, les hommes et les êtres humains étaient des sphères, ils étaient de forme ronde. Bon, chez les Grecs, le cosmos, hein, c'est sphérique, donc l'idée de la sphère renvoie l'idée d'une totalité, c'est-à-dire d'une réalité qui touche à la perfection. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'était des sphères. Et alors le mythe dit, à l'origine, on était de forme sphérique, et on avait 2 bras, 4 bras, 4 jambes, 2 visages, et 2 organes sexuels. Et tout le reste à l'avenant, donc 8 oreilles, etc. Pas 4 oreilles, 8 oreilles, 4 oreilles, etc. Le reste à l'avenant. Donc chaque homme était de forme sphérique. Il marchait droit comme à présent dans le sens qu'il voulait, et quand il se mettait à courir vite, il faisait comme les saltimbanques qui tournent en cercle, en lançant leurs jambes en l'air, s'appuyant sur leurs membres qui étaient au nombre de 8, ils tournaient rapidement sur eux-mêmes. Et là, regardez l'image, vous avez des sphères qui se déplacent comme ça, puis de temps en temps qui se mettent à rouler, et c'est une image comique. C'est une image comique. C'est-à-dire c'est Aristophane, donc Platon met en scène Aristophane, auteur de comédie, qui nous propose un mythe, et un mythe quand même, qui fait rêver ce mythe, c'est une représentation quand même assez épatante de ce que l'homme aurait été avant ce qu'il est aujourd'hui. Et avec un trait de comédie. Il se déplace comme ça en roulant. Mais, alors, j'ai dit, la sphère est un signe de perfection. Alors justement,
Et ces trois espèces étaient ainsi conformées parce que le mâle tirait son origine du soleil, etc. Ils étaient sphériques et leur démarche aussi parce qu'ils ressemblaient à leurs parents, ils étaient aussi d'une force et d'une vigueur extraordinaires. Et comme ils avaient de grand courage, ils attaquèrent les dieux. Ah, alors là, il y a un problème. Ils se sentaient parfaits. Et donc, ils se sont attaqués aux dieux. Évidemment. Pourtant, vous voyez, l'image comique, j'ai dit, ce qui fait rire, c'est l'échec. Donc pourtant, ils auraient dû se rendre compte qu'ils n'étaient pas des dieux. S'ils avaient quand même un côté un peu ridicule, quand même, en tournant sur eux-mêmes comme ça. Mais bon, ils se sont sentis parfaits, il manquait de rien, puisqu'ils étaient un, comme ça, ils se sont attaqués aux dieux. Et alors, évidemment, ils ont été punis. Alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti à prendre. Le cas était embarrassant. Il ne pouvait se décider à tuer les hommes et à détruire la race humaine à coups de tonnerre, comme il avait tué les géants. C'est vrai, il aurait pu faire ça. Car c'était anéantir les hommages et le culte que les hommes rendent aux dieux. Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire que les dieux ont besoin des hommes. Donc les immortels ont besoin des mortels. Bien plus tard, Hegel dira qu'il faut penser le rapport de l'homme à Dieu comme une espèce de dialectique, comme si ce que nous sommes était une étape, en fait, dans l'histoire de l'absolu. Mais ici, il s'agit pour les dieux de maintenir la présence des êtres humains qui leur rendent des cultes. Bon, très bien. D'un autre côté, ils ne pouvaient non plus tolérer leur insolence. Il fallait bien une punition. Enfin, ayant trouvé non sans peine un expédient, Jupiter prit la parole. « Je crois, dit-il, tenir le moyen de conserver les hommes tout en mettant un terme à leur licence. C'est de les rendre plus faibles. Je vais immédiatement les couper en deux, l'un après l'autre. » Donc ils ont été coupés en deux, et voilà, nous sommes le résultat de cette coupure originelle. Nous obtiendrons ainsi le double résultat de les affaiblir et de tirer d'eux davantage. Bah oui, parce qu'il y aura deux fois plus il y aura deux fois plus de rituels, deux fois plus de cultes rendus, deux fois plus de dons, etc. Donc, puisqu'ils seront plus nombreux. Ils marcheront droit sur deux jambes. S'ils continuent à se montrer insolents et ne veulent pas se tenir en repos, je les couperai encore une fois en deux, les réduirai à marcher sur une jambe à cloche-pied. Et on retrouve l'image comique. Alors on imagine, si on commettait une nouvelle faute, hop, on serait coupé en deux et on se déplacerait à cloche-pied. Donc, ici, on a une sorte d'anthropologie fantastique. C'est une anthropologie, puisque c'est une thèse, mais qui passe par une image, par des représentations. On est dans un mythe, hein, là, pour le coup, c'est vraiment le mythe. Hein. On passe par des images, on suscite notre imagination, et puis on raisonne par analogie, on se compare, et on voit à quoi nous ressemblons, on voit à quoi nous aurions ressemblé, à quoi nous aurions semblé, ce que nous aurions été, je vais y arriver, si nous n'avions pas cette faute originelle, si elle n'avait pas été commise. Donc par comparaison, on arrive à se représenter. Mais au-delà de nos corps, ça rend raison de nos êtres, véritablement, et de la nature de l'amour. Ayant ainsi parlé, il coupa les hommes en deux, comme on coupe des alices pour les sécher, ou comme on coupe un œuf avec un cheveu. Alors ça, c'est une formule mystérieuse. Et chaque fois qu'il en avait coupé un, il ordonnait à Apollon de retourner le visage et la moitié du cou du côté de la coupure, afin qu'en voyant sa coupure, l'homme devint plus modeste. Non mais attendez, vous vous rendez compte? C'était des sphères. Donc vous avez 4 bras, 4 jambes, 2 organes sexuels, 2 visages. Bon, ils sont coupés en deux. Donc si vous les coupez en deux, le visage, il donne derrière. Donc le visage est tourné sur le devant, pour qu'il voit la coupure. La coupure, c'est le nombril. C'est le nombril. Donc le nombril, ça y est, j'ai la trace de la coupure originelle, de la faute originelle. Et là, si tu regardes ton nombril, tu vas voir. Tu vas voir que tu as été séparé de toi-même. Il s'est passé un truc. C'est ce qu'on appelle le nombril. Voilà. Puis il polissait la plupart des plis et façonnait la poitrine comme un instrument pareil à celui dont les cordonniers se servent pour polir sur la forme les plis du cuir. Mais il laissait quelques plis, ceux qui sont au ventre même et au nombril, pour être un souvenir de l'antique châtiment. C'est extraordinaire. Donc là, c'est des sphères, ils sont coupés en deux, le visage est tourné sur le devant, Apollon arrive et répare tout le truc. C'est un peu gore hein, au début. Hein, c'est drôle, les Américains n'ont pas encore mis ça en scène. Hein, c'est pas un truc dans les super-héros, là, on peut imaginer les moments mythologiques. Donc ensuite, il répare tout le truc, et il y a le nombril qui est la trace, hein, le châtiment. Là, c'est un châtiment. Tu vis dans ton corps, dans ton être même, tu vis comme un être qui a été châtié. Parce qu'il y a une faute. Tu t'es attaqué aux dieux. Or, quand le corps eût été ainsi divisé, chacun, regrettant sa moitié, allait à elle, et s'embrassant, et s'enlaçant, les uns les autres, avec le désir de se fondre ensemble. Les hommes mouraient de faim et d'inaction, parce qu'ils ne voulaient rien faire les uns sans les autres.
Et quand une moitié était morte et que l'autre survivait, celle-ci en cherchait une autre et s'enlaçait à elle, sans que ce fût une moitié de femme entière, ce qu'on appelle une femme aujourd'hui. Soit que ce fût une femme entière, soit que ce fût une moitié d'homme, et la race s'éteignait. Alors là c'est plus drôle, là, d'un coup. Vous savez qu'on est coupé, on est séparé de notre moitié, alors on la cherche. Et puis alors, on imagine, là, on est toujours là dans le temps d'avant le temps, pour l'instant. Hein, on est encore dans le temps d'avant le temps, parce que, donc, ils se mettent ensemble, ils essayent de reconstituer l'antique nature. Quand ils se retrouvent, ils s'enlacent. Ils se serrent très fort pour essayer de faire un à nouveau. Ils tentent. Ils essayent de se fondre ensemble. Mais ça ne marche pas. Et donc, ils restent dans la souffrance. C'est-à-dire dans le désir. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que le désir est une souffrance. Le désir, c'est la souffrance liée à un manque. Parce que, pourquoi, selon le mythe, les hommes se sont attaqués aux dieux? D'abord, ils se sont attaqués aux dieux parce qu'ils ne manquaient de rien. Ils faisaient un, donc ils manquaient de rien. C'était pas 1 plus 1 collé, hein, ils étaient un. Et donc ils manquaient de rien. C'était cette unité originelle qui faisait d'eux des êtres touchants à la perfection. Mais une fois qu'ils se sont trouvés séparés d'eux-mêmes, ils ont éprouvé le manque de la moitié perdue. Et alors, c'est là que c'est tragique, parce qu'ils essayent, ils se fondent, ils n'y arrivent pas. Ils veulent faire un, c'est triste, ils meurent. Ils se laissent mourir de faim et d'inaction. Mais alors du coup, qui va rendre hommage aux dieux et les cultes? Parce que Zeus, il disait, on va peut-être toucher le double. Mais là, ils meurent tous les uns après les autres. Alors Zeus, touché de pitié, imagine un autre expédient. Il transpose les organes de la génération sur le devant. Jusqu'alors, il les portait derrière et les engendrait et enfantait, non point les uns dans les autres, mais sur la terre comme les cigales. Alors, c'est une sexualité. Alors, c'était une sexualité assez singulière, puisque donc c'était des sphères, donc 4 bras, 4 jambes, 2 visages, 2 organes sexuels. Coupé en deux, le visage tourné sur le devant. Donc les organes sexuels, ils étaient derrière. C'est pas pratique. Donc, alors Zeus transpose les organes sur le devant. Alors on est reparti dans une espèce de chirurgie mythologique, là, on va faire ça. Et il se retrouve bien équipé, pourquoi? Cette disposition était à 2 fins. Si l'étreinte avait lieu entre un homme et une femme, ils enfanteraient pour perpétuer la race. Et si elle avait lieu entre un mâle et un mâle, la satiété les séparait pour un temps. Là encore, c'est drôle, parce que, regardez, non mais la satiété les séparait pour un temps, ils se mettraient au travail et pourvoiraient à tous les besoins de l'existence. Voilà, Freud. Être normal, dit Freud, c'est aimer et travailler. C'est ça, être normal, aimer et travailler. T'es capable de désirer, t'es capable de travailler, t'es normal. Oui, mais, je sais pas, t'as des piercings, t'as des tatouages qui font que tu fais du rap au fond de la cave. Tu travailles, t'es capable d'aimer, t'es capable de travailler, t'es normal. Non mais Freud, c'est ça. C'est de la normalité pour un être humain. Aimer et travailler. Si par contre t'es pas capable d'aimer, ou si pour toi l'amour ça passe par quelque chose qui est tyrannique, quelque chose qui va pas. Hein, c'est-à-dire aimer, c'est au moins être capable de reconnaître l'autre, et travailler, c'est être capable d'être reconnu par l'autre, quelque chose comme ça, produire des formes, échanger, etc. Donc la normalité, il ne faut pas la penser en termes de conformité à la moyenne observable. Il faut la penser, là c'est une préception freudienne, hein, aimer et travailler. Mais ce qui est amusant, c'est que dans le mythe, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand la sexualité marche, tout marche. Ça y est, ils peuvent se remettre au boulot, c'est reparti. Et oui, puisque maintenant ils vont pouvoir faire un, grâce à la sexualité, tel que les uns pénétrant les autres, pendant l'acte sexuel, ils ne font plus qu'un. Et après, il y a la satiété, puis ça dure pas, après il faut recommencer, mais ce moment de satiété fait qu'on peut se remettre au travail. C'est quand même, on peut pas dire que le mythe, quand même, n'est pas éclairant. Parce que quand même, c'est une manière de dire les choses, c'est autrement plus éclairant que ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, il y a 2 cultes rendus aphrodisiques, donc il y a 2 amours. Là, oui, enfin l'amour de... En plus, un amour céleste, l'âme, un amour charnel, puis alors l'amour charnel, c'est vil, c'est bas, c'est condamnable, alors que l'amour céleste, alors que là, la sexualité, elle est là. Il n'y a même pas 2 amours, là, il n'y en a plus qu'un. Le désir est à la fois un désir à teneur métaphysique, puisqu'il cherche à reconstituer l'antique nature, et ce désir, il passe aussi par la chair. Donc la sexualité, dans sa dimension la plus charnelle, possède une dimension métaphysique. La sexualité, ça n'est pas qu'une affaire de reproduction pour un être humain. Il se joue autre chose. Il se joue aussi ça, mais il se joue autre chose. Hein, d'où le fait d'ailleurs, vous remarquez que le mythe ici rend raison non seulement du désir, en général, de la sexualité en particulier, et de la diversité des sexualités.
Parce que la moitié d'un homme cherchera un homme, la moitié d'une femme cherchera une femme, et la moitié d'un androgyne cherchera un homme ou une femme, selon qu'il est moitié femme ou homme. Donc vous avez l'homosexualité masculine, l'homosexualité féminine et l'hétérosexualité, voilà. Alors une fois, j'ai expliqué ça en classe, et j'ai un élève, ou une élève, je ne sais plus, qui m'a dit « Ah, monsieur Frey, ben alors comment Aristophane explique-t-il la bisexualité ?» Ça, c'est une question d'élève. Effectivement. Alors, c'est des bonnes questions. Ça, c'est des bonnes questions. Ça, les jeunes gens, ça, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions, parce que lui, il prétend expliquer le réel. Alors, là, un élève un peu sérieux, un peu attentif, il dit, bah alors, il faut expliquer le réel. Et la bisexualité aussi. Alors, peut-être que là, et ça va être la limite, on y reviendra après, mais Aristophane, en fait, raisonne comme ça. On cherche sa moitié. Bon, et on la cherche. Et quand on la trouve, bah, il y a ce moment de la sexualité qui permet de faire un. Et puis, donc, c'est la satiété, puis on se remet au travail, etc. Mais on a une moitié. Mais il se peut qu'on cherche sa moitié sans savoir quelle est cette moitié. Donc, peut-être que la bisexualité, c'est une aventure qui consiste à aller chercher sa moitié. Mais le fond de l'affaire, si on est aristophanien, c'est qu'il y a une sexualité qui est malgré tout déterminée par une origine. Voilà, ça, c'est... Bon, on discutera peut-être ça après. Mais là, ce que l'on voit, non, mais ce qu'on voit là, c'est qu'on a affaire à un discours portant sur le réel, en l'occurrence ici le désir, et un discours qui rend parfaitement raison de ce qu'il en est du désir. Beaucoup mieux d'ailleurs que les opinions qui précédaient. Mais on n'est pas dans la science. C'est pas scientifique, ça. On n'a pas suivi une procédure logique démonstrative, on n'a pas démontré ce qu'on dit, on a montré. Le mythe ne démontre pas, il montre. Vous voyez, c'est des images. C'est comme un peintre. Donc il montre. Et donc, la belle peinture ici qui nous est proposée, en plus c'est un beau texte, c'est une belle peinture, on imagine un adolescent ou une adolescente qui est confronté à un texte comme ça, peut-être que là, il entend ou elle entend dire quelque chose du désir qui est très profondément éclairant, beaucoup plus éclairant que ce que la science pourrait dire du désir. Parce que je peux toujours expliquer la même chose en passant par les systèmes hormonaux et tout ça, ça risque de laisser insatisfait le jeune garçon ou la jeune fille qui sent naître en lui ces élans du cœur et ces élans de la chair qui font que sa vie ne sera plus tout à fait après comme avant. Après, elle ne sera plus tout à fait la même. Donc on peut toujours ramener ça à des processus mécaniques, puis même sur le plan de la sexualité, on peut faire de la balistique, mais ça n'expliquera pas la nature du désir. Alors que là, oui, c'est un beau discours. C'est ça un mythe. C'est beau. Faire les Grecs, c'est les champions. C'est une question mythologie, c'est les champions. Donc là, Platon met en scène vraiment... Et on marque ça, hein, il met en scène, donc, Aristophane en lui prêtant un mythe vraiment magnifique, alors que par ailleurs, il exècre le personnage. Vous voyez, ce qui est une manière pour Platon de se manifester dans son écrit comme quelqu'un qui fait preuve d'honnêteté intellectuelle, quoi. Il aurait pu se railler d'Aristophane, et je vous lirai un texte où Aristophane serait ridicule. Mais ceci étant dit, si Platon avait fait ça, ça signifierait que Platon considère la philosophie comme un moyen d'entamer des rapports de force, donc il ne serait pas philosophe, donc je ne vous lirai pas le texte ce soir. Voilà, donc il y a une certaine cohérence dans ce qui est en train de se passer. Donc voilà, alors après, vous avez, donc c'est la théorie de l'âme sœur, hein. Chacun de nous est donc comme une tessère d'hospitalité. Vous savez, avant, les Grecs, vous étiez... grec, vous viviez à Athènes, puis vous vouliez envoyer votre enfant dans une colonie grecque en Afrique du Nord, et il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone, il n'y a rien du tout, et donc vous l'envoyez chez un tonton qui s'était installé là-bas 30 ans avant, vous ne l'avez pas vu vous-même, etc., alors il prenait la mer, puis comment il se retrouvait? On prenait un objet qu'on cassait en deux, et donc lui, on envoyait d'abord l'objet, puis le tonton, il y avait l'objet, puis quand l'enfant arrivait derrière, on réunissait les deux objets, et on savait à qui on avait affaire. Voilà, donc nous sommes comme ces deux objets. Voilà. Une fois qu'on les a réunis, ça y est, on s'est retrouvés. On fait un. Enfin, on fait un provisoirement. La sexualité ne résout pas les choses. L'antique nature est perdue, en fait. Mais, ici, le désir a un sens. Donc, le banquet, là, nous dit, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas énoncer une opinion en s'appuyant sur des auteurs. Il ne faut pas s'appuyer sur les faits, comme ça, et produire des inductions qui n'ont rien de logique. Il ne faut pas généraliser. Alors, le mythe... c'est mieux. C'est déjà mieux, tant qu'à faire. Mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que
Le mythe est magnifique, hein. Si on s'arrête là, je l'ai dit, une jeune personne qui découvre un mythe comme ça, d'un seul coup entend un discours qui donne un sens à ce qu'il ou ce qu'elle vit. Mais vraiment, ça donne un sens. Mais voilà, d'ailleurs c'est resté dans le vocabulaire courant, sa moitié, ma douce moitié, enfin vous voyez, alors on dit ma douce moitié, remarquez, on ne dit pas mon doux moitié, hein, c'est bon, il y a quand même, et d'ailleurs le mythe d'Aristophane, et le mythe lui, il est très ouvert, hein, mais quand on en parle souvent, on l'appelle le mythe de l'androgyne. Alors le mythe de l'androgyne, c'est quand même, là pour le coup, il y a un présupposé hétérosexuel qui écarte le fait que le mythe, non, c'est le mythe, il y a l'androgyne, mais il y a aussi les mâles et les femelles qui, séparés en deux, se cherchent par moitié. Donc le mythe est beaucoup plus ouvert que simplement une explication de l'hétérosexualité. Hein. C'est une explication de la sexualité qui, du coup, prend une dimension métaphysique. Donc c'est très éclairant, puis c'est beau, en plus c'est beau, puis le texte est magnifique, etc. Mais il y a un mais. Le problème du mythe, c'est qu'il est beau, il est séduisant, il dit quelque chose, mais peut-être qu'il nous égare malgré tout. Parce que là, le mythe nous dit que aimer, c'est manquer, c'est désirer sa moitié. Bon, admettons. Mais désirer sa moitié, en fait, c'est se désirer soi-même. C'est ça que dit le mythe. On se cherche soi-même. Bon, c'est un peu auto-centré quand même. Hein. Il y a même... Alors, c'est vrai qu'on est chez les Grecs, on pourrait se dire c'est une figure un peu homérique. Peut-être que c'est un peu comme Ulysse. Il part d'Ithaque, il fait un grand voyage et il rentre en Ithaque. Donc l'amant aristophanien, il part d'une unité, il perd cette unité, il fait un grand voyage, puis il cherche à reconstituer l'unité perdue. Le parcours de l'amant, c'est comme une boucle, comme un cercle. Pourquoi pas, hein. Encore que, un Lévinas vous dirait peut-être que le désir, c'est peut-être plus la figure d'Abraham que la figure d'Ulysse, parce que peut-être qu'aimer, c'est partir à l'aventure vers une terre inconnue. Possible aussi. Ah, c'est tout à fait la même figure. Mais, indépendamment de ça, il y a la difficulté, c'est que, mais quand même, désirer, est-ce se désirer soi-même ? C'est un peu incestueux, quand même, l'affaire, là. Parce que, d'ailleurs, on retourne vers soi. Donc, et le nombril, alors ça, on peut imaginer une espèce de lecture psychanalytique du texte, on va dire, alors là, c'est parfait, c'est maman, quoi. T'es séparé du ventre maternel, tu vas jamais t'en remettre, et donc tu cherches à reconstituer l'unité perdue, tu cherches désespérément le retour dans la vie intra-utérine. C'est vrai que c'était confortable, hein, ceci étant dit. Le liquide amniotique, pas de difficulté, nourri, logé, tout ça, ça se passe bien. Et puis d'un seul coup, la naissance, enfin, qui est quand même incroyable. Non mais c'est l'événement le plus peut-être incroyable de nos vies, dont on ne garde aucun souvenir conscient. C'est quand même épatant. On s'en souvient pas. Et pourtant, ça a été un bouleversement, mais alors absolument radical dans nos existences. Vous voyez, on est passé de l'état de fusion dans le ventre maternel à la séparation. Oh, déjà, même le cri de l'enfant, c'est comme un cri c'est un cri de quelque chose qui peut être lié à l'angoisse. C'est-à-dire, oh, qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment... Bon, Fichte, qui est plus optimiste que ça, dira quand il crie, c'est le cri d'une personne qui surgit dans le monde, même s'il n'est pas encore conscient, c'est comme s'il disait « j'arrive ». Voilà, c'est le petit qui dit « j'arrive ». Et j'arrive avec tous mes droits. Mais ça, c'est le républicain qui parle. Donc, il va falloir que tu en tiennes compte. Voilà. Fais très attention. Ceci étant dit, pour ceux qui sont parents connaissent l'expérience, j'arrive, effectivement. Et puis après, c'est parti, pour un bon moment. Mais bon, le mythe d'Aristophane, lui, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui ressemble à une espèce de nostalgie d'un état perdu qui est quasiment incestueux, ce retour à une fusion quasiment maternelle, quoi. Et quelque chose qui est problématique. Alors peut-être que c'est lié, ce caractère problématique de cette vision du désir, c'est lié au fait que le mythe, tel qu'il nous est proposé, ne clarifie pas la nature de l'objet du désir. Et là, parce que là, le mythe est magnifique, c'est mieux que ce qu'on disait précédemment, mais on va avoir une limite, là. Il ne clarifie pas l'objet du désir. Il dit l'objet du désir, c'est sa moitié. Bon, admettons. Mais encore faut-il que cette moitié, pour qu'elle soit désirée, soit désirable. Non, mais c'est bien gentil. Mais il faut qu'elle soit désirable. Mais est-ce que tu es sûr d'être désirable à ce point ? J'emprunte la métaphore à Platon, qui va suivre. Regardez, si on m'ampute d'une main gangrénée, je vais être peiné de perdre cet organe, qui m'est précieux dans la vie. Mais, en m'amputant de ma main gangrénée, on va me sauver la vie. Parce que si on laisse la gangrène envahir mon corps, je vais mourir. Ah, ça, c'est inéluctable. Bon. Imaginez maintenant que le rapport entre moi et ma main soit l'analogue du rapport entre les deux moitiés, dont on parlait tout à l'heure.
Bon, là, je fais 1 avec ma main. Tout va bien. Imaginons maintenant que je fais une sorte de prosopopée, que je puisse dialoguer avec ma main. Bon, si quelqu'un rentre dans la salle juste là, il y a le philosophe, c'est bizarre. Donc, imaginons que je puisse dialoguer avec ma main. Et que ma main, qui fait partie de moi, me dise « Est-ce que tu m'aimes ?» Je dirais « Oui, je t'aime. » Bon, elle pourrait me dire « Est-ce que tu m'aimes ?» Et tu m'aimeras toujours. Oui, toujours. Mais non, t'es ma main, je t'aimerai toujours. Très bien. Alors maintenant, ma main est gangrénée, on la coupe. Mais je vais désirer retrouver ma main, peut-être, mais pas ma main gangrénée. Alors elle pourrait me dire, ma main, voilà, tu m'as dit que tu m'aimerais, puis alors maintenant je suis malade, et tout, c'est fini, tu m'aimes plus, tu veux plus de moi. Mais non, je veux plus de toi, parce que tu me mets en danger. Ah bah oui, mais alors, c'est pas de l'amour, ça. Voilà, et Pascal a lu ça. On n'aime pas sa main, enfin, on aime sa main, si on aimait sa main, on l'aimait gangrénée ou pas, c'est pas ça qu'on aime. Ce qu'on aime, c'est une qualité de la main. La qualité de cette main qui me permet de saisir des objets, de travailler, de caresser, de tenir une arme, de tenir un outil, de me défendre, etc. Donc c'est pas la main que j'aime, c'est la qualité. Pascal dira ça, on n'aime jamais personne, mais seulement des qualités. Donc, le mythe d'Aristophane. Bon, il nous dit que le désir est manque. Bon, ça, là, il y a quelque chose qu'on va pouvoir reprendre. Mais il nous dit qu'on manque de soi. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, attention, le mythe. Il est beau. Il explique très bien. Mais il pourrait être source d'illusion. Et si je suis philosophe, moi, ce que je désire, c'est la vérité. Et là, je vais privilégier la science. Parce que la science, elle va suivre une procédure qui me permettra d'éviter les illusions. Donc, tu t'appuies pas simplement sur les auteurs. Tu ne t'appuies pas seulement sur les faits. Tu généralises pas. Et tu mets pas en avance tes croyances. Voilà. Dans la copie, tu fais pas ça. Tu crois en Dieu ou pas, ça ne me regarde pas, les un étalique, mais tu me mets pas une partie entière en disant Adam a dit ou Ève, tu dis pas ça. Tu te débrouilles comme tu veux. Parce que peut-être que le mythe dit la vérité, mais peut-être qu'il est porteur d'illusions. Peut-être qu'il faut se méfier de l'imagination, et qu'il faut privilégier la raison. Peut-être qu'il faut se méfier des analogies, et qu'il faut privilégier la logique. Peut-être qu'il faut se méfier du sensible, de l'image qui montre, et qu'il faut préférer le concept qui permet de démontrer. Et là, si on raisonne comme ça, on quitte le champ du mythe, et on entre dans le domaine de la science. Donc, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Si on raisonne comme ça, la science serait une modalité de dépassement du mythe. Bon. Alors on essaye. Et on continue. Alors Agathon, c'est celui qui organise le banquet, hein, c'est lui qui a invité tout le monde, et il prend la parole avant Socrate. Alors, le discours d'Agathon, lui, il est intéressant parce qu'il donne l'impression de répondre à ce qu'on vient de dire à l'instant, l'exigence qu'on vient de poser à l'instant. C'est-à-dire, on vient de dire, attention, le mythe, il y a un risque d'illusion, donc il faut se donner une méthode, il faut progresser logiquement, etc. Alors, je lis le discours d'Agathon. Je veux d'abord indiquer comment il faut, à mon sens, louer Eros, puis je ferai son éloge. Il me semble en effet que tous ceux qui ont parlé avant moi n'ont pas loué le dieu, mais félicité les hommes des biens dont ils lui sont redevables. Ce qu'est en lui-même l'auteur de ces biens, on ne l'a pas expliqué. Autrement dit, tous ceux qui ont parlé avant moi, ils ont dit n'importe quoi. C'est moi qui vais dire quelque chose de plus sérieux. Or, en fait de louange, quel qu'en soit le sujet, il n'y a qu'une méthode exacte. Quel qu'en soit le sujet, il n'y a qu'une méthode exacte. Hein. C'est d'expliquer la nature, puis les bienfaits de celui dont il est question. Selon cette méthode, il convient pour louer Eros de faire d'abord connaître sa nature, puis les présents qu'il nous donne. Donc, on a affaire à un discours qui prétend procéder méthodiquement. Donc, ce discours a toutes les apparences d'un discours scientifique. On va procéder méthodiquement. D'ailleurs, alors tout est... je ne veux pas vous lire tout le discours, mais regardez, je prends un exemple. Outre un exemple de mode de raisonnement qu'on trouve dans ce discours. Outre la justice, il a eu en partage la plus grande tempérance, le désir, hein, l'amour. On convient en effet qu'être tempérant, c'est dominer les plaisirs et les passions. Or, aucun plaisir n'est au-dessus de l'amour. S'ils lui sont inférieurs, ils sont vaincus par lui, et il est leur vainqueur. Or, étant vainqueur des plaisirs et des passions, il est supérieurement tempérant. Regardez, ça ressemble à un syllogisme. L'amour domine toutes les passions. Être tempérant, c'est dominer ses passions. Donc l'amour est tempérant. Non, mais c'est logique. Il faudrait le formuler d'ailleurs comme ça. Être tempérant, c'est dominer ses passions. Or, l'amour domine toutes les passions. Donc l'amour est supérieurement tempérant. Même formulé comme ça, c'est encore plus serré. Être tempérant, c'est dominer ses passions. Être colérique, c'est intempérant. Hein. Donc c'est dominer ses passions. Or, l'amour domine toutes les passions, donc l'amour est tempérant. Donc là, semble-t-il, on est dans la science. 1, on se donne une méthode. 2, on procède par démonstration.
Voilà. Eh ben non. Platon, ben oui, on a l'impression. Alors regardez bien. En fait de louange, quel qu'en soit le sujet, il n'y a qu'une méthode. C'est d'expliquer la nature, puis les bienfaits de celui dont il est question. Selon cette méthode, voilà, méthode, hein, alinéa suivant. Or, j'affirme que... Voilà. Alors ça s'appelle un sophiste. Voilà, c'est ça, un sophiste. C'est l'apparence. Je prétends établir un discours méthodique. En fait, il n'y a pas de méthode. J'affirme. Alors oui, mais quand même, il démontre. Ah, il démontre, hein, être tempérant, c'est dominer ses passions. Or, l'amour domine toutes les passions, donc l'amour est tempérant. Ça, c'est un syllogisme, ça, c'est de la démonstration. Donc ça, c'est de la science. Ah, pas du tout. Non, mais c'est pas un syllogisme, ça, c'est un paralogisme. Hein. Regardez bien. Être tempérant, c'est dominer toutes ses passions. La proposition est vraie. Or, l'amour domine toutes les passions. Pourquoi pas? C'est vrai, une passion amoureuse. Donc l'amour est tempérant. Oui, mais si l'amour est une passion. Donc l'amour est la passion qui domine toutes les passions, donc l'amour est le plus intempérant qui soit. Voilà, c'est ça la sophistique. Le sophisme, c'est le paraître. Tout est dans le paraître. On a l'impression que c'est méthodique, mais ça l'est pas. On a l'impression qu'on démontre, on démontre rien du tout. Et d'ailleurs, le mot même de sophiste ressemble au mot philosophe. Philosophe, sophiste, vous voyez. Tout est, c'est le paraître. Donc là, on a, ça y est, on a en main une série de discours qui indiquent ce qu'il ne faut pas faire. Pas d'opinion en s'appuyant sur les auteurs. Pas d'opinion en s'appuyant sur l'expérience. Pas d'opinion en opérant des généralisations abusives. Le mythe, on s'en méfie, il peut être chargé d'illusions. Et alors, pire encore, pas de pseudo-science. Parce que tant qu'à faire, on revient à faire. Tant qu'à faire, au moins, lui, il prétend pas être scientifique. Vient alors le discours de Socrate. Et alors, regardez bien. Il suffit d'écouter. Il suffit d'écouter la musique de ce discours. À l'oreille, on sent tout de suite qu'il se passe quelque chose. C'est mon avis, cher Agathon, que tu as bien débuté en disant qu'il fallait montrer d'abord ce qu'est Eros, puis ce qu'il est capable de faire. C'est bien ce que tu as dit, Agathon, tout à l'heure. Hein. Ta méthode, c'était pas mal. Bon, tu l'as pas appliquée, c'est dommage. C'est dommage, parce que il fallait faire ça. Donc on va essayer. J'aime fort ce début. Voyons donc, après tout ce que tu as dit de beau et de magnifique sur la nature d'Eros, alors ça c'est l'ironie socratique, hein. Ah c'est beau, t'as dit un discours tellement beau, ah si j'avais su me cacher, je me serais fait tout petit. Bon, tout n'émirait pas une égale admiration, mais finalement, vous voyez, donc ça c'est Socrate, hein. En fait c'est nul, ce que tu viens de dire, c'est une catastrophe, donc on va regarder les choses de manière un peu plus sérieuse. Voyons donc, après tout ce que tu as dit de beau et de magnifique sur la nature d'Eros, que je te pose une question sur ce point. Alors là ça débat. Est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien? Je vous lis un passage là, à l'oreille. Regardez ce qui se passe. Est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien? Je ne demande pas s'il est l'amour d'une mère ou d'un père. Il serait ridicule de demander si l'amour est l'amour qu'on a pour une mère ou un père. Mais si, par exemple, je demandais si un père en tant que père est le père de quelqu'un ou non, tu me dirais sans doute, si tu voulais répondre comme il faut, qu'un père est père d'un fils ou d'une fille, n'est-ce pas? Oui, répondit Agathon. Ne dirais-tu pas la même chose d'une mère? Agathon en convainc. Laisse-moi donc, ajouta Socrate, te poser encore quelques questions afin de te rendre ma pensée plus sensible. Si je demandais, voyons, un frère, en tant que frère, est-il ou n'est-il pas frère de quelqu'un? Il est frère de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur, sans doute avouera-t-il. Essaye donc, reprit Socrate, à propos de l'amour, de nous dire s'il est l'amour de quelque chose ou de rien. Il est certainement l'amour de quelque chose. Vous voyez bien, on a changé de planète. On a complètement changé de planète. Et je l'ai lu rapidement exprès, même sans compréhension du détail. Il s'est passé quelque chose. On pose un problème. Est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien? Il y a deux possibilités. Il y a une seule réalité. Les deux possibilités sont incompatibles, donc on a un problème. Il va falloir trancher. Aucun n'avait posé un problème. Aucun. Ils ont tous énoncé des thèses. Socrate, c'est d'abord un problème. Ensuite, on instruit le problème. Bon, l'amour est-il l'amour de quelque chose ou de rien? Demandons-nous. Bon, un père. Pour être père, il a besoin d'un fils ou d'une fille. Sinon, il n'est pas père. Un frère. Il a besoin d'un frère ou d'une sœur. Sinon, il n'est pas frère. Bon. Donc, les notions de père et de frère sont des notions relatives et non pas absolues. Tu ne peux pas penser père, frère ou sœur sans penser enfant, frère ou sœur. Bien. Alors, déjà, par parenthèse, dans le texte, ils ont tous dit que l'amour était un dieu. Alors, déjà, Socrate, il dit, je comprends pas bien, hein, c'est un relatif, c'est pas un absolu. Bon, déjà, arrête de dire que l'amour est un dieu. Hein. Déjà, il faut penser différemment. Bon, donc, un frère ne peut pas être frère s'il n'a pas un frère ou une sœur. L'amour, est-ce qu'il peut être amour s'il n'a pas un objet?
quand on désire, est-ce qu'on désire quelque chose? Oui, nécessairement. Si je ne désire rien, je ne désire pas. Donc, il y a une procédure qui est suivie là, c'est ça qu'on teste. Il y a une procédure qui est suivie, qui consiste à tirer des conséquences nécessaires du questionnement. Nécessaire. Et la nécessité est logique. D'ailleurs, Agathon, qui est le sophiste, a dit « il est certainement l'amour de quelque chose ». Alors, mais l'amour désire-t-il son objet? Il le désire. Mais reprit Socrate, quand il le désire, a-t-il ce qu'il désire? Vraisemblablement, il ne l'a pas. Alors, vraisemblablement, vraisemblablement. Non, nécessairement. Quand on désire quelque chose. Donc, ce quelque chose, on en manque. On ne désire pas ce qu'on a déjà. On en manque. Tiens, on retrouve le mythe d'Aristophane. Le désir et manque. Simplement, on ne montre plus, on démontre. On se donne les moyens de vérifier. Donc, l'amour est désir. Et le désir est manque. Très bien. Alors maintenant, là, je résume la suite. Bon, quand on désire une chose, on désire ce qui est beau ou ce qui est laid? Alors, on désire ce qui est beau, sinon il faut consulter. Donc, on désire ce qui est beau. Très bien. Donc, si l'amour désire le beau, ça veut dire que l'amour manque du beau. Donc, s'il manque du beau, c'est qu'il n'est pas beau. Là, je vous l'espère. Voilà. Et là, on est dans la science. Tu ne dois pas dire ce que tu as envie d'entendre. Tu dois dire ce que ta raison te commande de dire. Parce que ta raison te dit que si tu désires une chose, tu en manques, et ta raison te dit que si tu désires la beauté, alors ton désir manque de beauté, et ce qui manque de beauté n'est pas beau. Et là, regardez bien, la raison nous conduit dans une direction. La sensibilité nous conduit, je veux pas entendre ça. Ah non, non, je veux pas. Pourquoi je veux pas entendre ça? Parce que si tu me dis que l'amour n'est pas beau, ça veut dire que tu me dis que l'amour est laid. Mais non. Et voilà. Mais non. C'est pas parce que la soupe n'est pas brûlante qu'elle est glacée. Parce qu'entre le brûlant et le glacé, il y a le tiède. Donc l'amour n'est pas beau, puisqu'il désire la beauté. C'est-à-dire qu'il manque de beauté. Mais il n'est pas laid, puisqu'il n'est pas laid de désirer la beauté. Donc il n'est ni beau, ni laid. Entre le beau et le laid. Un peu comme l'opinion vraie dont je parlais au début de cette conférence, qui n'est pas ignorance puisqu'elle est vraie, mais qui n'est pas science puisqu'elle n'est pas démontrée. L'opinion vraie, c'est ça, hein. Elle n'est pas ignorance puisqu'elle est vraie. Elle s'accorde avec le réel. Mais elle n'est pas science puisqu'elle n'est pas démontrée. Ben, l'amour est comme l'opinion, il est entre les deux. Enfin, il n'est pas beau puisqu'il désire la beauté, mais il n'est pas laid puisqu'il n'est pas laid de désirer la beauté. Alors regardez bien, si vous avez compris ça. Regardez ce qu'il vous dit Platon. On peut démontrer que le désir est manque. Ça, on a pu le faire. La science peut le dire, si par science on entend une pensée démontrée. On n'a pas besoin du mythe. Et Aristophane disait très bien que le désir est manque, mais il ne le démontrait pas. Bon. On n'a pas besoin du mythe pour dire ça. Mais on vient d'obtenir comme résultat que l'amour est manque, et que, en tant que manque de beauté, il n'était ni beau ni laid, qu'il était un entre-deux. C'est-à-dire quoi? On n'en sait rien. Un entre-deux. Donc, si je m'en tiens à la science, c'est fini. On ne peut plus rien dire. Et ça s'arrête. Mais, si je veux continuer à dire quelque chose du désir, et si je veux continuer à dire ce qui est indicible pour la science, alors, le mythe pourrait jouer un rôle. Parce que, dit Platon, si l'amour est un entre-deux, c'est pas un dieu. Mais si tu cherches une image pour le penser, laisse tomber les dieux, pense aux démons. Alors les démons dans la mythologie grecque, c'est pas le diable, hein, au sens de la théologie chrétienne, c'est les théologies monothéistes. Le démon chez les Grecs, c'est l'analogue de l'ange. D'ailleurs même dans la figure de Satan, c'est l'ange déchu. Donc le démon, c'est un ange, un être intermédiaire, qui est plus divin qu'un être humain, mais qui est plus humain que Dieu lui-même. C'est un entre-deux. Donc les démons chez les Grecs, c'est les anges. Donc Socrate dit ça, il dit essaye de te représenter ce que c'est qu'un démon, c'est-à-dire un ange. On peut traduire ça comme ça. C'est un intermédiaire. Il porte aux hommes les messages des dieux, il porte du côté des dieux les prières des êtres humains. Si je prends le dieu Hermès, d'ailleurs, ça donnait en philosophie herméneutique, l'art de l'interprétation. Hermès, c'est un dieu messager qui est en même temps le maître de la ruse. Donc il va porter aux dieux les messages des hommes. Puis quand il informe les hommes sur les désirs humains, c'est toujours des messages qu'il faut interpréter. Parce qu'il faut faire appel à des oracles, etc. Donc Hermès, c'est un entre-deux. C'est un entre-deux. Donc le mythe nous permet de dire ce qui est indicible pour la science. Voilà ce qu'on obtient.
En fait, bien sûr que le mythe n'est pas la science. La science est, à sa manière, un dépassement du mythe. Évidemment que quand on se tourne vers la science, on ne répète pas les mythes mécaniquement. Mais une science digne de ce nom sait ses propres limites. Un vrai scientifique, dans le fond, est porté par l'enseignement de Socrate. Il sait une chose, c'est qu'il ne sait rien. Et d'ailleurs, les vrais scientifiques sont comme ça, les vrais. Pas celui qui va répéter mécaniquement « la science a dit », mais vérifie. Qu'est-ce qu'elle a dit, la science? Elle a dit qu'elle ne sait pas. Mais c'est pas un chercheur, et là je prends même les sciences expérimentales, un chercheur dans un laboratoire, il cherche, mais il sait très bien qu'il ne trouve jamais. Ça marche jamais. De temps en temps ça marche, il a un prix Nobel. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Donc, bien sûr, mais c'est infiniment complexe. Quelqu'un qui étudierait le simple fonctionnement d'une cellule, mais cellule, c'est un cosmos. C'est infiniment complexe. À chaque pas qu'on fait, une difficulté surgit. Quand on résout la difficulté, une difficulté surgit. Puis après, on a une grande rupture épistémologique. Tout s'écroule. Il faut repartir sur de nouvelles bases. C'est ça l'histoire de la science. Autrement dit, c'est l'histoire d'un parcours qui apparaît inachevable. Inachevable. Donc, la science, finalement, nous laisse insatisfaits au regard de notre relation au réel. Raison pour laquelle, d'ailleurs, d'abord, on n'y comprend rien. Et ensuite, quand on commence à comprendre quelque chose, on en tire des effets d'inquiétude. Alors, quand elle devient chose technique, alors les choses techniques elles-mêmes finissent par nous inquiéter, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. J'ai dit centrale nucléaire. Oh, nucléaire! Mais c'est quoi le nucléaire? C'est les radiations. C'est quoi? De quoi on parle? En fait, on n'en sait rien. Alors déjà, nous, on n'en sait rien. Le scientifique, lui, il a quelques idées là-dessus. Enfin, il sait qu'il ne sait pas. Il sait qu'il ne sait pas. Donc si maintenant on veut s'interroger sur le réel et continuer de dire quelque chose du réel, là où la science est impuissante, le mythe a une fonction. Et Platon nous le dit dès l'invention de la science. Et dans le même texte, il vous dit à la fois, regarde ce qu'est un mauvais usage du mythe. Voilà ce qu'est une pseudo-science. Voilà ce qu'est la science. Mais regarde son caractère inachevable. Inachevé pour Platon. En fait, mais peut-être achevable pour Platon. Enfin, inachevé en fait. Inachevable pour toi en tout cas. Et voilà maintenant ce que tu peux faire du mythe. C'est un mythe circonscrit par la raison. C'est un mythe qu'on tient, vous voyez, mais que la raison tient. Il n'est pas là parce qu'on recourt au mythe. Il est là parce qu'on ne peut pas faire autrement que de passer par des images lorsque l'on veut dire l'indicible selon la science. Autrement dit, pour reprendre les termes de Lévi-Strauss, la pensée domestiquée ne met pas à mort la pensée sauvage. Et d'ailleurs, quand on croit qu'elle la met à mort, cette pensée sauvage, on s'égare. Même nos civilisations industrielles, technologiques imprégnées de scientificité, ces civilisations-là ont tout intérêt à ne pas oublier le monde de l'art, le monde des artistes, le monde des images. Hein, je ne parle pas des images simplement comme objet de consommation, je parle de l'image qui est peut-être un mode d'accès au réel, une manière de montrer ce que la science ne dit pas, ce qu'elle ne permet pas de penser, hein, une manière de dire l'indicible, pour reprendre cette formule-là. Autrement dit, et je m'arrêterai là, tout à l'heure je disais comme ça à l'occasion, on trouve dans la démarche scientifique quelque chose de très profondément philosophique. On trouve ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire la conscience de sa propre ignorance. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien, c'est l'enseignement de Socrate. Bon. On trouve aussi dans la démarche scientifique une exigence, qui est une exigence de démonstration. Hein, on pense ici non plus, on pense au fronton de l'Académie de Platon, à l'entrée de l'école de Platon, que nul d'entre ici s'il n'est géomètre. Donc la philosophie cherche ça. D'abord, je sais que je ne sais pas, et ma démarche est celle d'un géomètre, donc une démarche scientifique. Mais, à la racine de tout ça, il y a un autre fronton. C'est le fronton du temple de Delphes. Et sur le fronton du temple de Delphes, hein, est inscrit « Connais-toi toi-même ». Et l'oracle de Delphes, la Pythie, qui va dire « Socrate est le plus sage des hommes », la Pythie, c'est pas une scientifique. C'est même pas un philosophe. C'est une jeune fille dans un souterrain sous un temple, avec une crevasse d'où sortent des fumées qui viennent du centre, du cœur de la Terre, qui a mangé quelques plantes et qui rentre dans une espèce de délire, et qui dit quelque chose qui est censé nous révéler l'au-delà. Autrement dit, Platon le sait bien. La science est un mode de rapport au réel qui permet de bien penser le réel quand elle parvient à sa fin, mais la science est inachevée. Et comme la science est inachevée, il n'est pas question pour nous de faire l'économie du mythe. En tout cas, la raison, elle, ne fera jamais l'économie du mythe. Je vous remercie de votre attention.